1500 mètres d'altitude. Cette checklist dont vous parliez, il vient de vérifier le parachute, son parachute, qu'il ouvrira après donc 5 minutes de chute libre. Quels sont les principaux dangers d'une tentative de record comme on est en train de le voir? Alors il y a le danger, le risque. Alors le danger, il n'y en a pas si tous les risques ont été évalués à l'avance et pris en compte. Donc il n'y a pas d'inconnu au niveau des équipements, tout a été bien testé. Le risque, c'est dans un ballon à gaz, que le ballon à gaz se déchire trop tôt sans qu'il soit assez haut pour pouvoir sauver sa vie en sautant en parachute, mais cette phase est passée. Là, le risque, c'est le risque de tout astronaute qui sort dans le vide spatial, c'est l'exposition aux conditions extrêmes du vide spatial. Donc pour ça, il faut s'assurer que la combinaison est étanche et qu'il y ait bien des redondances, notamment pour l'alimentation en oxygène. Et bien sûr, l'inconnu qui est le risque sur lequel on va apprendre aujourd'hui, c'est le comportement d'un corps humain en chute libre dans les très hautes couches de l'atmosphère où les écoulements d'air sont très instables et vont probablement le faire tournoyer un petit peu. C'est-à-dire que l'expérience du jour a un vrai intérêt scientifique. Vous-même, vous aviez participé à un projet du ministère de la Défense en France il y a 22 ans, c'est ça? C'est ça, le projet s'appelait S38, saut à 38 km, donc géré par le ministère de la Défense. Donc j'étais dans les candidats finalistes étant astronaute et parachutiste sportif confirmé. Nous avions passé des épreuves de sélection exactement identiques à celles utilisées pour sélectionner les astronautes. Des essais en mannequin étaient prévus. Le voici, qui s'approche peut-être de cette porte, de cette capsule. Donc on est à plus de 38 900 mètres d'altitude. Félix Baumgartner, autrichien, 45 ans, parachutiste expérimenté, qui veut donc, après s'être préparé pendant 5 ans, tenter de devenir le premier homme au monde à franchir le mur du son en chute libre. Là, c'est exactement la vision qu'il a sous ses yeux. Exactement, la même vision qu'ont les astronautes depuis la Station spatiale internationale, c'est-à-dire le ciel est noir, totalement noir en plein jour, et on ne peut pas voir les étoiles parce que l'œil n'est pas accommodé à l'obscurité, la Terre est très tirée par le soleil, nous sommes en plein jour, et on a bien vu la rotondité de la Terre. Et l'altitude redescend quelque peu, est-ce que ça veut dire que le ballon est plein d'hélium, est arrivé à la capacité maximale? Le ballon est arrivé à son plafond. C'est la poussée d'Archimède qui élève le ballon. Et je crois qu'il a atteint là son plafond. Donc le ballon ne montera plus. Il reste maintenant à Félix d'ouvrir les valves qui vont permettre de progressivement vider l'air de sa capsule pour l'équilibrer avec l'extérieur. Et seulement à ce moment-là, il pourra ouvrir la porte pour se préparer au saut. Jean-François Clairvoy, un spationaute astronaute de l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de Félix Baumgartner? La tension est à son comble pour lui et dans la salle, on voit la salle de contrôle. Alors en fait, il s'est préparé. C'est-à-dire il s'est préparé plusieurs mois, même plusieurs années à ce saut. Donc il a répété les procédures. Il sait exactement quelle étape il doit faire, dans quel ordre. Il sait réagir en cas d'anomalie selon les indications des paramètres qui sont devant lui. Donc là, je pense que sa condition mentale est la même que celle d'un opérateur d'un appareil complexe, d'un avion de chasse, d'une capsule spatiale. Se concentrer à réaliser les tâches prévues selon le plan de vol et être prêt à réagir en cas d'anomalie. Donc il n'est pas en train de penser je vais vivre quelque chose d'extraordinaire dans quelques minutes. C'est surtout il veut bien faire ce qu'il doit faire maintenant. C'est comme ça qu'il est en train de se concentrer. Et il prendra plus tard, il réfléchira à ce plaisir donc que ce saut lui aura procuré. Le plaisir, certains évoquaient cet après-midi avec nos spécialistes, puisque ce saut a été reporté, on le disait, le côté un petit peu masochiste, il n'en est rien. Là, on est dans le scientifique, dans le côté sportif, on est dans le défi à cet instant. C'est d'abord un défi humain, c'est-à-dire que aucune organisation lui a demandé Félix, on aimerait que tu fasses ce saut-là. Donc c'est au départ un défi humain qu'il a repris d'un défi qui est en l'air depuis longtemps, qui avait été tenté par les Russes, par Joe Kittinger au début des années 60. Mais bien sûr, à l'occasion de ce défi, il va essayer de donner le maximum d'informations qui pourront servir à la fois à la science et aux techniques aéronautiques. Comment on peut imaginer des évacuations d'équipage à plus haute altitude que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des sièges éjectables à bord des avions de chasse qui volent à 10 000 mètres, peut-être un peu plus haut, mais qui s'éjectent
dense de l'atmosphère. Mais si on doit évacuer un équipage, alors, qui n'est pas à des vitesses exceptionnelles comme les vaisseaux spatiaux volent à 28 000 km à l'heure. C'est pas son On cas. n'est pas du tout dans la même... On peut pas. Il y a un moteur, là on rappelle que c'est l'hélium, simplement plus de 2 tonnes. La poussée d'Archimède, vous en parliez, on fait un petit peu de physique, on révise nos cours. Mais ce sont plus de 2 tonnes aujourd'hui qui peuvent grimper comme ça à 36 km d'altitude. Le CNES, le Centre national d'études spatiales, est une organisation au numéro 1 mondial dans les expériences scientifiques en ballon stratosphérique. On a une base de lancement à Air sur la Dour, et le CNES régulièrement lance des ballons de l'ordre du million de mètres cubes. Donc c'est des ballons qui font environ 100 mètres de diamètre. Il faut voir ce que c'est énorme. Et peuvent monter des expériences scientifiques, des télescopes spatiaux pour observer l'univers au-delà de l'atmosphère. De l'ordre de 2 tonnes. On peut monter de l'ordre de 2 tonnes à 40 km. C'est quand même une belle prouesse technologique. Là, c'est pour la première fois avec un être humain à cette altitude. Et bien sûr, l'inconnu, c'est comment le chuteur va se comporter dans des écoulements transsoniques dans les hautes couches de l'atmosphère, là où l'air est très raréfié. On ne le sait pas, on ne l'a jamais fait. La stratosphère, on n'a fait que la traverser très rapidement avec des vaisseaux spatiaux à la montée ou à la rentrée. Mais on n'a pas d'autres données aujourd'hui que celles de Joe Kittinger. Alors vous parlez de données, Jean-François Clairvaux, on en voit qui s'affichent, vous les voyez sur votre écran. 9 degrés à cet endroit-là, ça veut dire qu'il fera encore un peu plus froid en bas finalement? Ah oui, pas si froid que ça, à cette altitude, 38 000, on le rappelle, 38 000 mètres. Oui, c'est beaucoup plus bas, qu'il fait très froid à la tropopause, donc à environ 11 km d'altitude, 4 fois plus bas que son altitude. La température sont de l'ordre de moins 60 degrés. Et il va être exposé à ces changements de température, d'où l'intérêt du bon équipement. Vous parliez de Joe Kittinger en 1960, qui avait dû sauter sans gants, en tout cas sa main avait été gelée. Les matériaux aujourd'hui ne sont évidemment plus du tout les mêmes qu'en 1960, ou quand même vous, à la fin des années 90, ça a beaucoup évolué dans ce domaine. Oui, surtout les matériaux qui doivent être à la fois étanches et permettent quand même la mobilité. Là, il n'y aura pas de problème d'échauffement, parce qu'il n'a pas la vitesse hypersonique d'un vaisseau spatial qui rentre dans l'atmosphère. Sa seule force de propulsion, il faut bien le comprendre, c'est son poids. Lorsqu'il saute, sa seule force de propulsion, c'est son poids. Donc soit le poids est supérieur à la résistance de l'air et il accélère, la vitesse augmente, et à un moment donné, lorsqu'il sera environ 1 fois, 2 la vitesse du son, il sera légèrement supérieur à la vitesse du son, la résistance de l'air sera légèrement supérieur à son poids et va le ralentir. Voilà, donc il ne ressentira jamais sur son propre corps des efforts mécaniques supérieurs à ceux de son propre poids. Donc il n'y a pas de problème de dislocation comme certains peuvent le penser avec le fait de franchir la vitesse du son. Mais c'est un problème de stabilité qui est important, qu'on va découvrir avec ce saut. Comment on peut essayer d'imaginer la stabilité d'un chuteur dans les très hautes couches de l'atmosphère où on ne peut pas prendre bien l'appui pour contrôler ses rotations comme à basse altitude. Mais cette vue, elle est quand même magnifique. Ne nous dites pas, Jean-François Clairvaux, que quand vous étiez à sa place dans les stations spatiales que vous avez occupées pour des travaux, vous ne profitiez jamais de ce panorama. Ah si, bien sûr. Là, je dis en ce moment, il est concentré. Mais lorsqu'il a réalisé toutes ces tâches, ouvert la porte, qu'il a les pieds sur le marchepied, qu'il n'a plus rien à faire d'autre que franchir le pas, je pense qu'il va prendre le temps de réfléchir à sa condition d'humain à ce moment-là. Je suis en train de faire un grand bond dans l'histoire de l'aéronautique et en particulier de la stratonautique. On peut l'appeler stratonaute en fait, c'est un terme qui lui va bien aujourd'hui. Le stratonaute Felix Baumgartner, autrichien, donc on le rappelle, qui avait déjà tenté ces derniers jours de sauter à plus de 36 000 mètres d'altitude. On est à 39 000 mètres désormais pour devenir, vous le vivez, en direct sur BFM TV en exclusivité en France, le premier homme au monde à franchir le mur du son en chute libre, à quelques secondes, quelques minutes peut-être de l'ouverture de la porte. On évoquait avec Jean-François Clairvaux, qui est notre spécialiste en plateau, astronaute à l'Agence spatiale européenne, cette checklist, ces dernières vérifications à effectuer avant le grand saut. C'est lui, Jean-François Clairvaux, qui va devoir pousser la porte. Elle s'ouvre de manière automatique, elle est commandée par le sol, par le centre de contrôle. Comment ça se passe? Oui, c'est lui qui est tout seul pour réaliser les actions à bord de vérification de préparation du saut.
laboratoire de défis humains, nous sommes toujours 2 au minimum. En plongée, vous êtes toujours à 2. Depuis très longtemps, les vols spatiaux se font au moins à 2, 3, souvent des équipages de même 6 dans la Station spatiale internationale. Là, il sera tout seul à bord pour prendre sur lui la décision de franchir le pas. Et à l'époque où j'étais candidat pour ce projet, il y a une vingtaine d'années, je me souviens en avoir rêvé la nuit de prendre cette décision. Il n'y a personne pour le pousser derrière, il n'y a pas un collègue à côté pour lui dire vérifie mon équipement, je vérifie ton équipement et on saute ensemble. Il est tout seul. Vous me rassurez, il n'est pas en train de se dire finalement je ne vais peut-être pas y aller. Ce Joe Kittinger que l'on voit, cet homme grisonnant, 83 ans, on le rappelle, qu'est-ce qu'il est en train de dire, de passer comme ordre à cet instant? Alors, je pense qu'il y a un échange radio qu'on n'entend pas en ce moment, mais il y a probablement un échange radio assez important avec le sol, puisque l'équipe au sol reçoit par télémétrie, par radio, des données concernant les systèmes de bord. Et bien sûr, il se préparera à sauter, il ouvrira la porte lorsque le sol lui confirmera que voilà, il vient d'ouvrir la porte, ça veut dire qu'il est exposé au vide extérieur. Il a face à lui la Terre, juste en bas, sous ses pieds. Instant historique donc sur BFM TV. En direct donc cette tentative de record du monde de Félix Baumgartner qui dans quelques secondes, le sas, la porte est ouverte, va s'élancer pour plus de une chute libre de 5 minutes à plus de 1200 km/h. Voilà, c'est un quadruple record, record d'altitude de ballon habité, record d'altitude de saut en chute libre, record de temps de chute libre, c'est plus de 6 minutes, et puis record de vitesse atteinte en chute libre, effectivement, des vitesses légèrement supérieures à la vitesse du son. Alors le voici, on est en train de vivre donc cet instant, l'Autrichien de 45 ans, parachutiste, qui va se lancer dans le vide pour 5 minutes, on le disait à l'instant, de chute libre avant l'ouverture de son parachute. Impossible à cet instant de revenir en arrière de toute façon. Cette capsule, que devient-elle après? Alors, on peut toujours télécommander, d'ailleurs ce sera fait, la séparation de la capsule du reste du ballon. Une fois la séparation faite, la capsule descend sous parachute et atterrit en douceur. Le ballon de son côté est déchiré par télécommande et tombe comme une grosse masse de plastique au sol. Il peut revenir dans la capsule encore, mais je pense qu'il a envie de sortir. Après 5 ans, on le disait, de préparation physique, préparation mentale, préparation scientifique, Félix Baumgartner, cet Autrichien, qui a donc vérifié tous les derniers paramètres qu'il avait sur ces petits papiers, vous les voyez devant la porte de sa capsule, cette checklist dont nous parlait à l'instant Jean-François Clairvoy. Félix Baumgartner qui va donc s'élancer depuis 39 km d'altitude, très exactement, c'est inscrit en haut de votre écran pour ce nouveau record du monde. C'est une distance évidemment suffisante, largement suffisante pour atteindre ses objectifs de vitesse. Oui, tout à fait. Alors là, je suis en train de penser aux efforts qu'il doit fournir pour vaincre la rigidité de son scaphandre qui offre sur sa peau une contre-pression permettant d'éviter... Ça pèse combien, son équipement? Je pense qu'il doit avoir un équipement total de l'ordre de 15 à 20 kg sur lui à ce moment-là. 15 à 20 kg pour de bons abdominaux afin effectivement de se projeter. On l'a vu faire un petit signe avec le pouce, ça veut dire que tout va bien, tout se passe correctement au moment où nous parlons. Et il va ressentir un état d'apesanteur total. Et le dernier point de contact physique avec sa capsule va définir les conditions initiales d'un mouvement de rotation lente sur lequel il ne pourra absolument rien faire. Il n'a aucun appui extérieur et on va le voir probablement tout doucement rentrer dans une rotation et qui ne posera aucun problème évidemment puisqu'il est quasiment dans le vide. Il a le plein d'oxygène, on le voit en bas. C'est vraiment une sortie dans l'espace, incomparable à celle que tous mes collègues font depuis la Station spatiale internationale en ce moment. Ce petit bouton rouge, ça veut dire je suis prêt, je vais y aller. On essaie de tendre l'oreille, ce que lui disait le centre de contrôle, Joe Kittinger en bas, nous ici, 39 km plus bas. Je pense que c'est probablement une sécurité pour être sûr que la capsule ne soit pas détachée du ballon avant qu'il ait sauté. Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu d'astronaute, de rentrer
laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct, donc ce saut, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme peut-être dans quelques minutes à franchir le mur du son en chute libre. Il y avait eu des essais dans les années 1960, pas vraiment validés, il y avait une fusée des appareils en tous les cas, et là la vitesse, 1000 km/h déjà, Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, vous êtes avec nous sur BFM TV, on est dans quelques secondes seulement. Il est sur le maintenant, il est sur le il est au-delà de la vitesse du son. Alors il commence à tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec la tension pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis longtemps, il est en train de tourner. C'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique. La stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant. Le risque, c'est quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la grille et de perdre connaissance. La manière de stabiliser, donc c'est parfait. On voit sa femme au premier rang qui était en larmes quand il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il aura fallu donc près de 2 heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium. Pour Félix Baumgartner, on le rappelle, cet Autrichien parachutiste qui a donc, ça y est, réussi son record, Jean-François Clairvoy. Il a dépassé tout à l'heure les 1200 km/h. Voilà, il a déjà 3 records atteints. Il lui reste à atteindre le 4e record qui est le temps de chute libre. Il a l'air bien stabilisé. Et ce sera à lui d'ouvrir son parachute principal pour que le record soit homologué. On voit qu'il lui reste une bonne réserve d'oxygène. Respirer assez rapidement tout à l'heure. Toujours pas. Est-ce que c'est lui qu'on entend? On entend Joe Kittinger qui dirige un petit peu la station de contrôle. Est-ce que c'est lui qu'on entend? Joe Kittinger, c'est plus un conseiller. Ah si, bien sûr. Cet homme à gauche, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM TV, il avait tenté le même saut en 1960, l'épouse de Félix Baumgartner, qui est donc en pleine chute libre, à peut-être 10 000 km désormais de la Terre. Il vient de s'élancer il y a 3 minutes 3 secondes très précisément, depuis 39 km d'altitude. Il vient d'entrer dans l'histoire, puisqu'il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quels vont être ces prochaines minutes? Quel va être son programme alors qu'il doit désormais ouvrir son parachute dans 2 minutes? Ça se fait automatiquement ou c'est lui qui doit? C'est lui qui va l'ouvrir. Il va se stabiliser à une vitesse d'équilibre de l'ordre de 200 km/h. Et à 1000 ou 2000 mètres, je ne sais pas ce qu'il avait prévu, il ouvrira son parachute. Il est encore très haut, donc il lui reste au moins 3 minutes de chute. Je pense à mon ami français Michel Fournier, qui sera en direct avec nous tout à l'heure évidemment, qui a l'équipement prêt pour réaliser le même saut à environ 40 km d'altitude et qui doit regarder celui-ci avec beaucoup d'attention. Après plusieurs tentatives passées et à venir, puisque vous êtes partie prenante dans ce projet, est-ce qu'un jour des Français viendront donc battre, alors il n'a pas été homologué, mais ce sera sans doute le cas, ce record de Félix Baumgartner? Là c'est le parachute. Il ouvre le parachute. Alors il l'ouvre quand même très tôt, c'est quand même c'est un record homologué puisque Joe Kittinger n'a pas ouvert son parachute, donc une fois c'est son secours qui s'est ouvert automatiquement. Est-ce qu'on a l'altitude? Ce serait intéressant de savoir à quelle altitude il va ouvrir son parachute. Puisque les statistiques, le programme en tout cas, si on peut dire ça comme ça, prévoyait 5 minutes de chute libre. Là, il y en a eu un petit peu plus de 4 minutes. L'image que vous voyez en direct en ce moment sur BFM TV est filmée depuis la Terre avec les appareils qui sont utilisés également pour la NASA. Vous nous disiez tout à l'heure pour suivre les navettes qui sont envoyées. L'image a changé. Oui, ce sont des télescopes, des vidéos munis de télescopes qui permettent
ce record du monde réussi pour Félix Baumgartner, l'Autrichien parachutiste qui est donc devenu le premier homme au monde à franchir le mur du son avec des images impressionnantes, notamment quand il a tourné à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et nous sommes en direct par téléphone avec Bertrand Piccard, le Suisse Bertrand Piccard, aventurier, scientifique. Vous avez réalisé notamment en 1999 le tour du monde en ballon. Vous étiez le premier à avoir effectué un tel exploit. Vous êtes également patron du projet Solar Impulse. Une réaction tout simplement après cette performance, ce défi accompli par Félix Baumgartner. Très admiratif pour lui et pour son équipe. Parce que c'est vrai que lui, c'est son rêve, il l'a réussi, je suis extrêmement heureux pour lui, mais il faut aussi réaliser tout ce qu'il y a derrière pour arriver à ça. Félix a réussi à trouver un sponsor, il a réussi à mettre une équipe en place. On entendait tout à l'heure parler de Michel Fournier, c'est vrai que Michel a eu peut-être plus de peine que Félix à trouver tout ce qu'il fallait comme infrastructure pour pouvoir réussir. Donc vraiment, je crois que Félix Baumgartner a fait une démonstration brillante. Bertrand Piccard, vous avez tenté, on l'a dit, on ne va pas le répéter, mais plusieurs projets, réussi plusieurs projets. On rappelle que cet homme que l'on voit en direct, que l'on voyait en tout cas avec le parachute, Félix Baumgartner, se préparait depuis 5 ans pour un tel projet. C'est énorme en termes d'implication, de préparation mentale et physique. Mais oui, et c'est bien là que ça montre que c'est pas un trompe-la-mort ou simplement un aventurier, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent se droguer à l'adrénaline et puis ils font tout ce qui passe sous la main comme aventure, peut-être au détriment d'une préparation rigoureuse. Félix s'est préparé rigoureusement et je crois que c'est une grande preuve de sérieux. Bertrand Piccard, président, patron de Solar Impulse, merci d'avoir réagi avec nous en direct sur BFM TV à ce nouveau record du monde, appelez-le comme ça, cette tentative réussie donc par Félix Baumgartner, qui est devenu le premier homme, si vous nous rejoignez sur BFM TV, à avoir dépassé le mur du son en chute libre. Il a ouvert son parachute il y a quelques secondes, quelques minutes après 4 minutes et 10 secondes de chute libre, Jean-François Clairvoy. Là, il profite, il savoure à cet instant. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal qu'il fait tous les jours après le petit déjeuner, cette phase-là en tout cas. Oui, il a réalisé plusieurs sauts avec sa combinaison, tout équipée, donc c'est quand même pas une combinaison très confortable. Mais effectivement, il doit savourer son plaisir et la joie d'avoir réussi le défi qu'il s'était donné. Félix Baumgartner, un extraterrestre qui devrait atterrir dans le désert de Roswell. Elle est très bonne. Le Nouveau-Mexique avec cette station, ce centre de contrôle qui se trouve juste en bas, juste sous ses pieds. Encore combien de temps de chute libre là? Il en profite là, il savoure. Ben là, je crois qu'il est très près du sol, donc c'est une question de secondes à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il a fixé un point qu'il s'est donné comme objectif pour en plus réaliser une performance de précision d'atterrissage, mais on a vu l'ombre de l'hélicoptère de l'équipe de récupération qui le suit. Le fait d'avoir supporté une rotation qui finalement n'était pas trop rapide et de s'être restabilisé très vite doit être une grande satisfaction pour lui, parce que c'était l'inconnu. Et voici donc. Voilà l'homme qui revient à pied de l'espace, comme j'aime à dire. Entendre l'oreille. Et vous laissez profiter donc de ces images de joie, cette joie des techniciens, de Joe Kittinger, l'un des pionniers qui en 1960 avait lui aussi sauté depuis la stratosphère, tenté en tout cas, avec ce parachutiste donc d'exception, nouveau recordman du monde, Félix Baumgartner, qui vient d'atterrir avec les membres de son équipe qui sont en train de le rejoindre, à lui enlever son harnais, son parachute et sa combinaison, puisqu'après être repassé par des zones à moins de 70 degrés, il fait chaud cette fois. Oui, je pense que comme la combinaison doit être étanche, elle ne doit pas permettre beaucoup d'échanges thermiques et son propre métabolisme doit le faire pas mal transpirer sous sa combinaison en ce moment. Une combinaison. On voit la capsule qui redescend sous son parachute. Capsule télécommandée, vous le disiez tout à l'heure. Alors depuis le sol, on a télécommandé la séparation de la capsule du ballon. Et bien sûr, tous les deux sont suivis de très près pour être sûr de ne pas causer de problème de sécurité pour des populations au sol.
compétition et une très bonne préparation. Bravo à toute l'équipe. Et le bisou avec les proches donc de Félix Baumgartner, sa maman, sa compagne, sa famille évidemment très émue. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est une longue préparation, c'est beaucoup de professionnalisme de l'équipe, le choix des spécialistes et bien sûr un sponsor qui l'a suivi tout au long de cette préparation. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez l'air un petit peu ému, vous qui, si vous nous rejoignez sur BFM TV, Jean-François Clairvoy, vous aviez tenté il y a 22 ans de réaliser ce qu'est en train de faire, ce que vient de réaliser ce parachutiste autrichien. J'avais été présélectionné pour réaliser ce même projet à l'époque mené par le ministère de la Défense et j'avoue que le voir là, ça m'émeut parce que il a vu ce que voient les astronautes de l'espace, le ciel noir en plein jour, la beauté de la Terre, la rotondité de la Terre qui, lorsqu'on la voit ronde, on voit qu'elle est finie. On réalise la finitude de notre monde et donc de ses ressources quand on le voit de très très haut. C'est ce qu'il a vécu. Et en quelques minutes seulement, il se retrouve sur Terre à embrasser ses amis. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on rentre de l'espace assez rapidement aussi, puisqu'on freine la navette spatiale, par exemple, au milieu du Pacifique pour se poser 1 heure plus tard en Floride. Mais là, le faire tout seul, en ouvrant soi-même son parachute, comme l'avait fait Yuri Gagarin. À l'époque, les capsules on ne se posait pas en restant dans la capsule. Yuri Gagarin s'est éjecté avant d'arriver au sol. Et c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on a une personne qui revient de presque l'espace, on peut dire. Il n'était pas vraiment dans l'espace, mais presque, revient à pied de ses propres moyens sous un parachute. Jean-François Clairvoy, ému, donc on vous laisse savourer ces images, vous Jean-François, mais également les téléspectateurs de BFM TV. Et nous sommes en ligne avec un autre astronaute, Patrick Baudry. Vous étiez la doublure notamment de Jean-Loup Chrétien dans ses vols pour la station Mir. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Quelle est votre réaction, Patrick Baudry, quand vous voyez, vous également, ces images de Félix Baumgartner, félicité par ses amis, alors qu'il y a 10 minutes encore, il était à 39 km sans rien, il était simplement un saut dans le vide sans appareillage. Oui, tout d'abord, merci également à BFM TV pour nous avoir offert ces images. C'était quelque chose de superbe. Comme Jean-François Clairvoy en 88, j'avais avec quelques amis monté ce projet qu'on appelait S38 à l'époque, pour effectuer ce saut. Moi, je pensais que la France était tout à fait capable, au travers de la DGA, où il y a des gens magnifiques, parce que c'est avant tout un travail d'équipe. Bertrand Piccard l'a souligné, tout le monde l'a souligné. Et donc, à la DGA, on a des équipes fantastiques, et on pensait que ce serait une occasion de donner à la France un record qui nous fait rêver. C'est-à-dire les images et les nouveautés inouïes, c'est, Jean-François a eu raison de souligner un petit peu ce que l'on voit depuis l'espace quand on regarde la Terre, et c'est un très très bel exploit. Vous savez, tout ce qui confine nos rêves est quelque chose d'extrêmement important. Et Félix Baumgartner a su motiver beaucoup de gens, les sponsors d'abord, évidemment, et toute l'équipe technique, scientifique, tous les ingénieurs qui ont préparé ce vol, cet exploit. Et ça a été quelque chose de superbe. Vraiment, moi je trouve que, hormis le fait qu'il est dommage que la France n'ait pas remporté ce record, mais maintenant, enfin en 88, il y a quelques temps, mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie de voir que ce saut a enfin été réalisé, parce que longtemps, j'espérais faire ce saut et je me demandais évidemment si passer le mur du son à l'intérieur d'un scaphandre était quelque chose de faisable, de possible, sans séquelles physiques importantes. Je pensais que non, bien sûr, Thomas Jean était candidat. Félix Baumgartner, qui est lui un parachutiste porteur, vraiment un des meilleurs aujourd'hui, un grand professionnel et sportif, l'a réalisé. Et c'est quelque chose qui me remplit d'une grande joie. Je pense que toute son équipe doit être très très heureuse ce soir. Et encore une fois, merci à BFM TV d'avoir fait la chaîne qui nous a montré ces images. Et merci à vous, Patrick Baudry, d'être en direct avec nous. Vous qui aviez, on le rappelle, au cours de votre carrière, était arrivé dans une station américaine, station spatiale, avec un
une baguette de pain sous le bras, un béret sur votre combinaison. Vous êtes attaché à cette notion de nation, finalement, de course, de record. C'est-à-dire qu'il faut que ce record, qui est un exploit, qui est quelque chose d'absolument rare, peut se renouveler à l'avenir avec d'autres nationalités? Bien sûr, il y a d'autres barrières à franchir. Et ce que je considère, c'est que bien sûr, nous sommes tous des êtres humains. Et lorsqu'on ira sur Mars, j'espère bientôt, et j'espère que ce sera une équipe réellement internationale le plus possible. Mais au-delà de cela, je pense que nous faisons partie d'un pays, d'une nation. Et je le répète, en 88, on pensait que la France pouvait avoir ce record qui appartenait jusqu'à Joe Kittinger, qui est un grand monsieur également. Il est tout à fait possible. Il est dommage qu'à l'époque, le ministre de la Défense, M. Chevènement, et surtout son directeur de cabinet, M. Louis Gallois, ait renoncé devant l'obstacle. C'était quelque chose de faisable. Vous savez, les exploits font rêver. Lorsqu'on franchit une barrière, on en découvre une autre un peu plus loin. Et c'est toute la noblesse de l'être humain que de justement vouloir toujours franchir une barrière supplémentaire. Et on est un être humain, on ira sur Mars en tant qu'être humain, mais également j'espère qu'il y aura bien sûr des Français, des collègues qui font partie de l'équipage et de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a le rêve. Dernière question, on voit un magnifique spectacle. Vous les revoyez, ces images sur BFM TV, si vous nous rejoignez. On a donc suivi il y a quelques minutes le record du monde réussi par Félix Baumgartner. Il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Je le disais, au-delà du rêve, est-ce qu'il y a des intérêts, des implications scientifiques? À quoi a pu servir ce saut? Oui, bien sûr, il y a des implications scientifiques, techniques, et au-delà, bien sûr, plus tard commerciales et industrielles. Vous savez, on fonctionne en poursuivant nos rêves, c'est-à-dire en voulant toujours aller plus loin. Pas tous les êtres humains, mais il suffit de quelques-uns qui ont ces aspirations, et on n'en manque pas. Et derrière, bien les conséquences sont ce qu'on appelle le progrès, tout bêtement, et surtout, nos aspirations peuvent s'élever, et on peut regarder beaucoup plus loin. Jean-François l'a souligné, il y a cette beauté de la Terre que l'on voit de l'espace. Là, bien sûr, l'altitude était plus faible, mais néanmoins, c'était absolument superbe. Et il faut toujours habiller nos objectifs scientifiques, techniques, d'un costume de rêve, de manière à les réaliser et aller plus loin. J'en suis convaincu, et l'exploit de Félix Baumgartner m'en convainc encore davantage. Exploit sportif, défi humain, le rêve en période de crise, c'est important. Merci à vous, Monsieur Baudry, d'avoir été en direct avec nous, ancien astronaute. Je me retourne vers vous, à nouveau, Jean-François Clairvoy. On parlait de ces implications scientifiques, ces enjeux, les enjeux commerciaux qu'il peut y avoir derrière, après la réussite pour un tel record. Vous savez, il y aura dans